Alors regardons donc deux exemples d'applications avec l'énergie potentielle électrique. Alors d'abord, classique de chez classique, on a une particule de charge Q qui rentre ici dans une zone avec une vitesse très faible par rapport à la vitesse qu'elle aura à la fin. Et donc dans cette zone existe un champ électrique qui est ici supposé uniforme et horizontal vers la droite. Donc on va supposer que Q est positive pour que effectivement la force soit bien vers la droite elle aussi. Donc on cherche la vitesse au point B ici, connaissant la vitesse au point A ici. Donc d'après la troisième forme du théorème d'énergie mécanique, ici donc on va négliger tout frottement parce qu'on suppose que le vide est fait. Donc on a l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en A. L'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique en B plus l'ensemble des énergies potentielles en B. Et l'énergie mécanique en A, c'est la même chose. Alors donc ici, on ne va considérer que l'énergie potentielle électrique parce qu'il y a évidemment le poids, toujours, mais en fait le poids est toujours extrêmement négligeable devant la force électrique lorsque cette dernière existe. Donc dès qu'il y aura des forces électriques, le poids, on pourra l'oublier, ou alors ça sera vraiment un cas très très particulier. Donc ici, la seule énergie potentielle dont on va parler, c'est l'énergie potentielle électrique. Donc on va avoir 1 demi de mv2 en B, plus l'énergie potentielle électrique en B. Et donc l'énergie potentielle, on l'a vu dans la petite vidéo juste avant, c'est donc la charge de la particule fois le potentiel au point où est la particule. Donc ici le potentiel en B égale 1 demi de mv2 en A plus Q fois le potentiel en A. On cherche la vitesse en B. Or, ici, on va avoir 1,5 de mv carré B moins 1,5 de mv carré A, mais on a dit que la vitesse en A était très très faible devant la vitesse en B, donc ce terme-là va être négligeable. Et donc on obtient, tout simplement, en faisant passer ça de l'autre côté et en multipliant par 2 divisé par m, eh bien on va obtenir la vitesse en B est égale à racine de 2Q fois VA moins VB sur la masse de la particule. Voilà, donc la vitesse est ici non pas proportionnelle à la tension, mais proportionnelle à la racine de la tension appliquée. Donc autrement dit, pour avoir une vitesse 10 fois plus grande que dans un cas, eh bien, il faudra avoir une tension 100 fois plus grande que dans ce cas. Alors autre exemple, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le Soleil. Donc vous savez peut-être, et c'est l'objet de recherches très importantes en ce moment, qu'il y a donc la fusion nucléaire lorsque deux noyaux légers vont se rencontrer pour former un noyau un petit peu plus lourd. Donc ici, la réaction de fusion qui nous intéresse, c'est la réaction de fusion entre deux isotopes de l'hydrogène qui sont le deutérium et le tritium et qui vont donner de l'hélium. Donc la réaction, théoriquement, c'est donc deutérium plus tritium donne hélium plus un neutron. Donc ici, on va faire une modélisation de cette réaction. On va supposer que le tritium est ici fixe, donc autrement dit, on va se placer dans le référentiel du tritium. Et donc on va considérer qu'un noyau de deutérium va venir à la rencontre du noyau de tritium. Donc, je vais faire un peu plus petit. Enfin, il va en direction du noyau de tritium. Voilà, jusqu'à s'approcher du noyau de tritium. Alors pourquoi il ne fait que s'en approcher? Eh bien c'est parce que ici les deux noyaux sont positifs, donc la force électrique, elle va être répulsive. Donc autrement dit, le noyau de deutérium va arriver avec une certaine vitesse, et puis au fur et à mesure, il va ralentir, et puis repartir. Sauf si il réussit à s'approcher suffisamment près du noyau de tritium, où là, à ce moment-là, les quarks vont... Enfin, je ne vais pas parler de choses compliquées, mais en gros, les deux noyaux vont être suffisamment proches pour se marier, pour former le nouveau noyau d'hélium en rejetant
un neutron. Donc on va supposer que la distance limite qui permet aux deux noyaux de se fusionner, c'est 1 femtomètre, donc 10-15 mètres. Donc je vais prendre comme point d'arrivée B ce point-là, et donc il se situe à 10-15 mètres, que j'ai appelé RM comme rayon minimal. Alors juste une petite remarque, donc on a dit qu'on se plaçait dans le référentiel du tritium. Donc en réalité il y a un problème parce que lorsque le deutérium va s'approcher du tritium, le tritium va bouger, il va être lui aussi repoussé par le deutérium. Donc c'est-à-dire que si je me place dans le référentiel du tritium, bien ce référentiel ne va pas être galiléen puisque ça va être un référentiel en accélération. Donc on va passer outre parce que nous ici tout ce qui nous intéresse c'est un ordre de grandeur, on va voir de la vitesse nécessaire pour que le deutérium puisse venir fusionner avec le tritium. Donc on sait qu'on fait une erreur et ça ne va pas être la seule. Donc ensuite je vais prendre comme point de départ un point A qui est très loin. Alors très loin pour les noyaux, ça peut être simplement 10-12 mètres, hein, puisque les noyaux, leur ordre de grandeur c'est 10-15 mètres. Mais donc mathématiquement je vais supposer que c'est à l'infini, c'est-à-dire que le point de départ du deutérium est suffisamment loin du tritium pour que le champ électrique du tritium au niveau du deutérium soit suffisamment faible pour être négligeable. Et donc on va dire que le noyau de deutérium a une certaine vitesse qu'on va appeler vitesse initiale, qui est donc la vitesse, on va dire, moyenne du deutérium dans le gaz nucléaire à l'intérieur du Soleil. Et donc, on va maintenant chercher quelle doit être cette vitesse du deutérium pour qu'il vienne fusionner avec le tritium, dans notre modèle très simple. Donc pour ça, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. On va supposer qu'il ne se passe rien entre le point A et le point B, donc il ne rencontre rien d'autre. Donc on va supposer que l'énergie mécanique se conserve. Donc, comme tout à l'heure, ça fait 1,5 de la masse du deutérium fois la vitesse du deutérium. Donc si le système c'est le noyau de deutérium, en B au carré, plus l'énergie potentielle en B est égale à 1,5 de la masse du deutérium fois la vitesse initiale au carré, plus l'énergie potentielle initiale. Alors comme on a dit, l'énergie potentielle d'interaction entre le deutérium et le tritium en A va être négligée par rapport à ce qu'il va y avoir en B. De même, nous ce qui nous intéresse c'est la situation limite. Donc on va supposer qu'on est dans la situation où le deutérium a pile poil la vitesse initiale pour que ça vienne juste au niveau du point B pour venir fusionner avec le tritium. Donc autrement dit, on va supposer que la vitesse d'arrivée en B est nulle. Donc on arrive avec, pour qu'il y ait fusion, eh bien, il faut que la vitesse initiale soit telle que 1,5 de la masse du deutérium fois cette vitesse au carré soit égale à l'énergie potentielle du système en B. Alors cette énergie potentielle, elle va donc s'exprimer par la charge du deutérium fois le potentiel dans lequel se trouve le deutérium en B. Or, le potentiel en B, c'est celui qui est créé par le tritium. Donc c'est le potentiel créé par une charge ponctuelle, donc c'est, comme on l'a démontré au début du chapitre, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge de la source, donc ici c'est le tritium, divisé par la distance, et donc ici c'est Rm. Donc si on remet ça ensemble, et sachant que la charge du deutérium, c'est comme la charge du tritium, c'est E, donc la charge élémentaire, puisque les deux ont uniquement un proton. Donc lorsque je vais faire QD fois QT, eh bien je vais avoir E carré. Donc on a EP en B qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois E carré sur Rm. Et donc le TEC, si on l'applique, eh bien ça nous donne l'énergie potentielle en B, donc 1 sur 4 pi epsilon 0 E carré sur Rm doit être égal à 1,5 de la masse du deutérium fois la vitesse initiale au carré. La masse de deutérium, ici, ça va être 3 fois la masse d'un nucléon, puisqu'on va dire que la masse du proton, c'est après la masse du neutron. Non, pardon, 2 fois, puisque le deutérium a un neutron. Donc il y a un proton, un neutron dans le deutérium, donc ça va faire 2 fois la masse du proton. Et donc ici, ça va faire mp fois V0 carré. Du coup, V0 va être égal à la racine carrée de 1 sur 4 pi epsilon 0 E carré sur mp
Rm. Alors, si on fait l'application numérique, donc j'ai commencé à rentrer les valeurs fondamentales dans Scilab. Donc ici, on a la masse du proton, on a donc le rayon minimal qui est 1 femtomètre. On a donc ici le grand K qui est 1 sur 4 pi epsilon 0 et donc qui vaut 9 10 puissance 9. Ça, c'est pour après. Et là, donc, c'est la charge élémentaire. Et donc, si on calcule, ça fait V0 égale racine de donc K fois E carré divisé par donc MP fois Rm. Voilà. Et donc on obtient une vitesse initiale de, alors si je dis pas de bêtises, 12 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc c'est énorme. C'est en gros de l'ordre de 1 dixième de la vitesse de la lumière. Un peu moins, mais voilà. Donc c'est énorme. Alors, si on pouvait appliquer les lois de la statistique microscopique qui ont été développées par Boltzmann, donc qu'on appelle aussi loi de la thermodynamique statistique, eh bien, bon, pareil, c'est pas tout à fait juste, mais on va quand même le faire pour un ordre de grandeur. On peut montrer que dans un gaz, eh bien, l'énergie cinétique moyenne est égale, en gros, en ordre de grandeur, à la constante de Boltzmann fois la température thermodynamique. En gros. Du coup, j'aimerais savoir à quelle température correspondrait cette vitesse nécessaire pour que la fusion puisse se faire. Et bien donc, je vais simplement recréer l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est 1,5 de la masse de thorium fois V0 carré, mais donc on a dit c'est MP fois V0 carré. Donc c'est égal à KBT. Et donc la température, ça va être égal à MP fois V0 carré sur KB. Et donc on va voir à quoi c'est égal. Donc il suffit que je fasse MP fois V0 au carré divisé par la constante de Boltzmann. Donc la valeur c'est 1,38 10-23. Ça se trouve directement sur Internet. Et donc on obtient 1 10 puissance 10. Kelvin ou Celsius, ce sont à ces températures, ça revient au même. Donc c'est absolument énorme. C'est beaucoup plus que la température qu'on considère aujourd'hui à l'intérieur, enfin dans le noyau du Soleil. Alors pourquoi la température réelle est bien plus faible que cette température théorique? Eh bien c'est parce qu'en réalité, les noyaux n'ont pas besoin de se rapprocher si près pour que la fusion puisse se faire. En plus, bon, on a vu qu'il y avait plein d'erreurs dans ce qu'on avait fait. Vu cette vitesse, il faut utiliser la relativité en plus. Mais globalement, quand même, ce qui explique cette température qui est très largement surévaluée, c'est le fait que la distance minimale n'a pas besoin d'être si faible. Alors pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ce qu'on appelle en physique quantique l'effet tunnel. C'est-à-dire que les deux particules vont réussir à se rencontrer, même si la vitesse initiale est moins forte. Donc c'est comme si la particule de thorium venait passer dans un tunnel pour rencontrer la particule de tritium. Et donc ça permet de comprendre pourquoi c'est plusieurs ordres de grandeur inférieurs la température minimale pour que la fusion puisse se faire. Bon, néanmoins, en pratique, ça reste quand même très compliqué. Ça fait déjà de nombreuses années que sur Terre, on essaye de recréer cette fusion. Bon, ça avance petit à petit, notamment avec le projet ITER. Mais pour le moment, on n'arrive pas encore à faire cette fusion de manière parfaitement contrôlée et surtout pour créer plus d'énergie que ce que ça nécessite pour notamment donner cette vitesse aux particules. Voilà donc pour cette seconde application un petit peu plus intéressante. Et voilà donc pour voir comment on faisait pour appliquer cette expression de l'énergie potentielle électrique. À bientôt.